100 pages de libre analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici à Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance ici, Abidjan innove. Bonjour à tous. Je reçois M. Ousmane Camara, candidat à la présidentielle ivoirienne. Monsieur Ousmane Camara, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes économiste, agent de développement, vous êtes marié et père de 4 enfants. Vous êtes opérateur économique. Je dois préciser que vous dirigez aussi une ONG, ONG Jeunesse Active. Oui. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Pourquoi présenter votre candidature à la présidentielle quand la Constitution ivoirienne n'autorise que les personnes ayant 40 ans ou moins à briguer de la magistrature suprême? Vous n'en avez que 36. Oui, je n'ai que 36 ans. Mais effectivement, la Constitution limite l'âge entre 40 et 75 ans. Mais il y a un article de la Constitution qui précise cela. Et c'est l'article 35 dans son alinéa 2. Alors, nous savons tous en Côte d'Ivoire de l'histoire récente de notre pays, depuis l'an 2000 jusqu'à maintenant, que cette Constitution et cet article particulièrement a posé problème. Et cet article était à la base de la crise que nous avons connue, qui nous a amenés vers la guerre. Et aujourd'hui, nous sommes sortis de la guerre. Et nous nous rappelons encore, durant les deuxièmes tours des présidentielles en 2010, les deux candidats qui se présentaient devant les Ivoiriens, notamment Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara, qui disaient tous et qui affirmaient que lorsqu'ils seraient réélus ou élus, changerait cet article, travaillerait à sa révision de sorte qu'ils mettent tous les Ivoiriens sur le même pied d'égalité afin de mettre fin à cette injustice qui n'avait que trop duré. Alors nous nous retrouvons en 2015, le travail n'a pas été fait et les Ivoiriens se retrouvent en train d'entendre encore en 2015 le même discours haineux et discriminatoire qui avait cours en 2010. Et vous vous engouffrez dans la brèche? Non, nous ne nous engouffrons pas dans la brèche. Nous ne faisons que constater qu'il y a une exception qui est créée. Alors, la situation exceptionnelle, une mesure exceptionnelle s'impose. Nous sommes candidats au même titre que n'importe quel Ivoirien dans la mesure où l'article 35 va être mise en veilleuse, tout simplement pour qu'on puisse aller à la paix, à la réconciliation. Alors, dans quelques jours, le Conseil constitutionnel dira qui est candidat ou pas à cette présidentielle. Est-ce que vous êtes confiant? Parce que vous partez déjà avec un handicap constitutionnel. Oui, votre âge. Oui, le mien c'est l'âge, selon l'article 35. Mais le même article 35 met de côté tous ceux qui ont joui d'une autre nationalité, notamment ceux qui ont une double nationalité, qui ont acquis des nationalités grâce à leur épouse française, qui ont acquis des nationalités grâce à des épouses américaines qu'ils ont eu un moment. Alors finalement, nous nous retrouvons... Vous parlez de... Oh, je ne parle de personne en particulier. J'ai mon propre petit frère, le dernier de ma famille, qui est de nationalité américaine, mais il n'empêche qu'il est ivoirien. Et si, dans quelques années, il voudrait bien se présenter aux élections présidentielles, pourquoi il en sera empêché? Il est américain parce qu'il est né là-bas. Il partage aussi les valeurs des États-Unis, il y vit, mais ça n'empêche pas qu'il soit ivoirien. Donc c'est une question nationale. Combien sont-ils les Ivoiriens qui ont une double nationalité? Combien sont ces Ivoiriens qui ont pris la nationalité française parce qu'ils sont en France ou ils ont épousé des Françaises, ou bien des Italiennes ou des Espagnols? On ne peut pas finir d'en compter. Donc pour nous, il est question aujourd'hui de rétablir la justice, mettre tous les Ivoiriens sur le même pied d'égalité et que ceux qui ont une ambition claire pour leur pays, qui ont un programme clair, puissent s'offrir au choix de leur population, à exposer leur programme. Et pour nous, c'est ça l'essentiel. Mais comment rétablit-on la justice à moins de 2 mois de la présidentielle? Oh, pour rétablir la justice, déjà, il faudrait bien... Cette justice-là, en tout cas. Il faudrait bien vouloir appliquer la Constitution dans son entièreté. Parce qu'on ne choisit pas des articles qu'on applique et d'autres articles qu'on n'applique pas, selon que ça nous arrange. Voyez-vous, selon la Constitution ivoirienne, l'élection du président de la République a lieu dans le courant du mois d'octobre de la 5e année de mandat. Mais quand vous tenez compte du fait que, selon la Constitution aussi, le mandat court à partir de la prestation de serment du président de la République, qui a eu lieu dernièrement le 6 mai 2011, allons comprendre que la 5e année de mandat, c'est 2016.
à moins que nous ne sachions pas faire de calcul arithmétique. Mais pour nous, c'est simple. Le mandat finit normalement en octobre 2016. Donc on a déjà, à vouloir organiser les élections maintenant, octobre 2015, c'est déjà ne pas respecter la Constitution. Donc selon vous, on a le temps d'aller au référendum pour retoucher à la Constitution, c'est ça? Oui, si nous voulons faire fi des égos personnels et faire fi de la pression internationale et que les Ivoiriens aspirent vraiment au changement et à la cohérence, c'est surtout ça. C'est à cause de notre incohérence vis-à-vis de nous-mêmes que nous connaissons les différentes crises que nous avons traversées ces 22 dernières années. Pour nous, il est clair que si nous voulons repartir à zéro, il faut que nous repartions sur une base juste et une base qui tient de la vérité et qui est la Constitution de Côte d'Ivoire. En clair, vous êtes en train de me dire que Ouattara, le président Ouattara, a eu tort de ne pas retoucher à cet article 35 dès le départ. Non, je n'accuserai pas le président Ouattara seul, ou bien particulièrement. Il est du ressort du président Ouattara de requérir à la révision de la Constitution. C'est la Constitution qui lui donne ce pouvoir. Mais la Constitution donne aussi le pouvoir à l'Assemblée nationale, dans ses 2/13e, de requérir la révision de la Constitution dans n'importe quel article. Et il y a certains articles qui sont soumis à l'appréciation de l'Assemblée nationale, mais ces articles ne comptent pas ceux relatifs à l'éligibilité du président de la République. Et vous voyez un député de la majorité aujourd'hui prendre cette initiative-là sans la bénédiction du président de la République? Oh, nous croyons sincèrement à la séparation des pouvoirs. L'exécutif, c'est l'exécutif. Le législatif, c'est pour toute la Côte d'Ivoire. Et lorsque vous vous présentez aux élections législatives, et je m'y suis présenté en 2011, on vous le rappelle régulièrement que vous êtes élu certes dans une localité, mais lorsque vous êtes parlementaire pour toute la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on dit. Donc pour nous, les parlementaires, qu'ils soient de la majorité ou des indépendants, ne doivent pas répondre normalement au président de la République, mais doivent répondre aux Ivoiriens. Vous n'êtes pas naïf, vous savez comment ça se passe dans la réalité des choses, en politique ici. Est-ce que nous devons continuer à penser qu'il y a une politique spéciale pour la Côte d'Ivoire et une politique spéciale pour ailleurs dans le monde? Nous aspirons tous au bonheur. Nous compétissons dans un monde qui est globalisé aujourd'hui. Les valeurs qui permettent aux pays européens, américains, sud-américains, asiatiques d'avancer et d'améliorer le cadre de vie de leur population doivent être les nôtres aussi. Nous devons les épouser et nous devons obliger, même au forceps, ceux qui sont devant nous dans la politique, d'y adhérer. C'est à cela que nous devons le futur aspirer, nous devons un beau futur pour nos enfants. Alors, il y en a qui disent dans l'opposition qu'il faut une transition politique pour régler justement tous ces problèmes-là. Est-ce que vous êtes de leur avis? Nous pensons que c'est un faux fuyant. Ces mêmes personnes demandent au même moment l'application stricte de la Constitution, ce qui ramènerait les élections présidentielles à octobre 2016. Donc le mandat courait, il n'y a pas question de transition quand un mandat court. Alors, pour nous, si cela était fait, ce serait l'idéal. Ça mettrait fin à ce débat haineux qui est en train de prendre cours et racine dans nos populations et est en train d'inquiéter toute la population ivoirienne parce que nous commençons à ressentir la même peur qui nous animait en 2010. Pour nous, aujourd'hui, il est question de respecter la Constitution, repousser ces échéances-là à 2016 parce que la Constitution le permet et de régler tout ce qu'il y a à régler maintenant, assainir cette Constitution pour qu'elle soit consensuelle, qu'on aille au référendum et que la Côte d'Ivoire puisse grandir au sortir de ce référendum. Alors, Ousmane Camara, est-ce que là, vous n'êtes pas en train de faire de la provocation ou est-ce que votre candidature, je dirais, est un acte de révolte? Non, ma candidature suit une logique simple de participation de façon active à la vie politique de mon pays. Depuis 15 ans, je suis chef d'entreprise, mais rien ne m'a empêché d'être responsable syndical, rien ne m'a empêché d'être président d'ONG. Et en parlant de responsabilité syndicale, à ce titre, j'ai même été jeté en prison pendant 10 jours à la Maka. J'ai été contraint à l'exil parce que ma vie a été menacée pendant un certain moment. J'ai fait 1 an d'exil. Donc, étant citoyen et participant activement au développement de mon pays, à l'avancée des droits humains en Côte d'Ivoire, j'ai payé le prix fort. Donc, rien ne m'empêche aujourd'hui de me présenter à un autre niveau si je m'en sens la capacité. Et ça sera aux Ivoiriens d'en juger.
au soir du 25 octobre si je suis retenu et que les élections sont maintenues. Dans le cas contraire, nous attendons les uns et les autres prendre leurs responsabilités. Alors, pourquoi êtes-vous candidat à la présidentielle? Nous sommes candidats à la présidentielle pour relever le défi du changement, de la transformation sociale de la Côte d'Ivoire. Ça, tous les candidats le disent. Oui. Tous les candidats le disent, mais tous les candidats n'ont pas la même expérience. Tous les candidats n'ont pas le même projet de société. Aujourd'hui, nous voyons bien le drame que nous connaissons dans le cadre de la politique de l'emploi pour les jeunes. Nous voyons le drame que nous connaissons dans le cadre même du relèvement du niveau de notre PIB. Le Ghana a le double du PIB de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, alors que nous regorgeons de plus de ressources que le Ghana. Nous avons des pays tels que l'île Maurice qui sont classés aujourd'hui 28e dans le Doing Business. Le Rwanda, 55e, le Ghana, 68e, la Côte d'Ivoire, la 147e place. Mais il y a quand même eu de belles et grandes choses qui ont été faites depuis 5 ans. Aujourd'hui, il y a une croissance économique qui tutoie pratiquement les 2 chiffres. Ce n'est pas satisfaisant pour vous? Mais croyez-moi, si demain nous découvrons une grande nappe pétrolière sur la baie d'Abidjan ici, vous verrez encore la croissance monter, mais ça ne va profiter qu'à 2 entités. La première, c'est une entreprise d'exploitation pétrolière étrangère qui va, dans le cadre de son exploration du contrat qu'elle aura passé avec l'État de Côte d'Ivoire, qui va prendre une bonne partie des ressources. Et nous allons engranger un peu d'argent dans le cadre de notre recette annuelle budgétaire. Mais ça va se limiter là. Mais est-ce que les retombées de cette croissance particulière impulsée par la découverte de cette nappe pétrolière peut servir aux Ivoiriens directement quand nous savons que le carburant était à 745 francs pendant que le baril de pétrole était encore autour de 100 $. Aujourd'hui, le baril de pétrole est aussi entre 42 et 45 $. On est encore à 680 francs, ça n'a pas de sens. Ça a chuté de plus de 60% de sa valeur, mais nous, on paye toujours cher. Le transport n'a pas diminué en Côte d'Ivoire, les loyers ne vont pas diminuer parce qu'on transporte, on paye du carburant pour transporter le sable, pour transporter le ciment, on paye l'énergie. Donc rien ne change en Côte d'Ivoire pour les populations. Et pour nous, il doit y avoir une incidence. Rien ne change pour les populations, vous dites. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur le chômage des jeunes ? Ici, le pouvoir annonce que le chômage des jeunes avoisine les 5% de la population active. Est-ce que ce sont les mêmes chiffres que vous avez? Bon, je laisse ce jugement-là à chaque père de famille, à chaque jeune qui a fini l'université, qui traîne encore chez ses parents, à chaque jeune qui sort chaque matin ne sachant même pas où partir. En clair, vous ne croyez pas que Ouattara a créé plus d'1 million d'emplois? Ce sont des histoires. En 5 ans. Nous parcourons le pays. Mon entreprise a 7 succursales à l'intérieur du pays. Et pendant ces 5 dernières années, j'ai parcouru bon nombre de villes et j'ai vécu dans ces villes-là plus que je n'ai vécu à Abidjan. Mais le drame qu'il y a, c'est que ceux qui habitent, la population qui habite à Korogo pense que les 1 million d'emplois ont été créés à Abidjan. Ceux d'Abidjan pensent que ça a été créé à Bengourou. Ceux d'Abengourou pensent que ça a été créé à Man. Vous voulez dire on ne sait pas où ces emplois ont été créés en fin de compte. Nous en cherchons, qu'on nous dise où ça s'est créé, dans quel domaine d'activité, et nous allons y inscrire nos enfants et nos petits frères. Et au niveau des réalisations, quel bilan faites-vous? Sur le plan des infrastructures, il y a eu une belle évolution. Nous constatons que le travail a repris parce que le pays était resté dans une situation amorphe pendant plus d'une dizaine d'années. Mais du côté de la situation sociale, du niveau de vie des populations, il n'y a pas grand-chose qui a changé. On n'a toujours pas d'hôpital public à Abidjan qui a à même de recevoir n'importe quel malade. La preuve en est que nous avons effectué pour nous, candidats aux élections présidentielles de Côte d'Ivoire, notre visite médicale dans un hôpital privé qui est la PISAM. Il n'y a pas de CHU qui avait la possibilité de nous recevoir pour faire en même temps l'EEG, l'ECG et l'échographie, les prises de sang et tout. On a dû le faire dans un environnement qui regroupait tout le matériel à lui seul. Et quand vous comprenez que les hôpitaux publics ivoiriens ne peuvent pas se soumettre à cet exercice, allons savoir pour les populations qui souffrent des maladies qui exigent ces examens. Et vous savez les prix des examens à la PISAM. Ça coûte excessivement cher dans tous les cas. Alors, reparlons un tout petit peu du chômage des jeunes. Qu'est-ce que vous proposez?
Oh, nous avons une panoplie de propositions et réelles et faisables, et nous en avons les contacts, parce que nous fréquentons quand même... Quand vous parlez de contacts, je connais quelqu'un aussi qui en a beaucoup. Oui, quelqu'un qui en a beaucoup, mais c'est surtout pour emprunter de l'argent, pour envoyer en Côte d'Ivoire et faire autre chose. Mais nous en avons pour réellement transformer la vie des Ivoiriens. Je vous donne un exemple simple. En 2002, j'avais monté avec des amis un projet pour pouvoir installer en Côte d'Ivoire une unité de transformation du coton. De filage de coton au tissage, à l'imprimerie, parce que j'ai exercé dans le domaine du textile pendant mes 5 premières années d'activité. Malheureusement, au moment de boucler le projet, quand le financement était disponible, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas de matières premières disponibles. Et c'est choquant pour un Ivoirien qui vit dans un pays où on exporte plus d'une centaine de milliers de tonnes de coton fibre chaque année. Mais parce que ce coton est destiné au marché international. Et comment vous pouvez comprendre qu'une entreprise qui s'inscrit ici puisse aller acheter sur le marché international du coton qui est produit en Côte d'Ivoire? Pour résorber la question du chômage, par exemple, dans le Nord, il faut bien valoriser la culture du coton, mais en passant par une industrialisation. Une transformation sur place. Je vous en donne la preuve. L'Inde produit 5 100 000 tonnes de coton fibre chaque année et transforme plus de 95% de sa production en Inde et exporte vers l'Europe, les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Asie. Vous espérez également cela pour la Côte d'Ivoire? Oui, pourquoi pas. Mais votre projet de société, vous l'avez chiffré? Il va coûter après combien aux contribuables ivoiriens? Mon projet de société se situe dans un cadre bien précis, parce que nous ne voulons plus nous endetter davantage. Nous voulons optimiser les recettes de l'État de Côte d'Ivoire tout en respectant les délais de paiement de nos dettes extérieures. À partir de ce moment, ça c'est de la théorie. C'est pas de la théorie. Certains pays y sont arrivés, nous le pouvons. Lesquels? Vous avez des pays comme l'île Maurice, qui était un pays très pauvre. Je donne l'exemple de l'île Maurice parce que c'est un pays africain. Qui était l'un des pays les plus pauvres de l'Afrique dans les années 70. Mais lorsqu'ils ont mis en place une vraie politique pour la transformation sociale de l'île Maurice, ils ont quand même emprunté de l'argent. Mais ils ont mis en place une politique qui visait à relever le niveau de vie des populations, la qualité de vie des populations, le niveau de l'éducation des populations. Et une bonne partie de l'argent qu'ils ont emprunté sur le marché des capitaux internationaux a visé ces secteurs bien donnés, des logements, de la santé, de l'éducation. Aujourd'hui, ils en tirent tous les bénéfices. Donc, pour nous, nous avons assez de ressources en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas un pays comme l'île Maurice qui n'avait pas de réserve, qui n'avait pas de ressources à part les cannes à sucre. Alors, nous disons pour nous que pour toutes les ressources que la Côte d'Ivoire regorge, nous pouvons y aller sans nous endetter davantage en optimisant dans le cadre de l'investissement public en Côte d'Ivoire à partir du budget. Le premier budget que j'ai chiffré est autour de 3 500 milliards de francs CFA. Qui est vraiment en dessous des recettes que l'État de Côte d'Ivoire fait aujourd'hui. Et vous pouvez voir qu'il y a une marge de 1 000 milliards qui peut se dégager pour le paiement de notre dette extérieure. Si nous n'en prenons pas davantage, pour les 7 prochaines années à 8 prochaines années, nous pourrons nous retrouver à un niveau zéro et commencer à constituer un fonds souverain ivoirien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, à vos yeux, les conditions de préparation de cette présidentielle sont suffisantes? Oh, je dirais qu'il y a beaucoup d'insuffisances quand même. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple simple. Il était question du financement des partis politiques, mais personne ne sait sur quelle base ces partis politiques ont été financés. Combien? Vous n'en avez pas? Non, j'en viens. Combien ont-ils reçu? Et aujourd'hui, il y a des partis politiques ivoiriens qui ont été financés, mais qui ne présentent pas de candidats aux élections présidentielles. Et il y a des partis politiques qui n'ont pas été financés, qui présentent des candidats aux élections présidentielles. Et là encore, vous dénoncez une injustice. Il y a une injustice. Autrement parlant, au sein de la CEI, vous avez le nombre de partis politiques qui y sont représentés et qui n'ont pas de candidats aux élections présidentielles. Et vous avez des partis politiques qui ont des candidats aux élections présidentielles, qui n'ont pas de représentants au sein de la CEI. Donc, allons comprendre la justice qui règne. Pour nous, il y a l'autre question de la sécurité. Nous savons tous le niveau d'insécurité qui règne dans la ville d'Abidjan. Toutes les autorités compétentes du pays ont 10 gardes de corps, 3, 4, 5 véhicules qui les surveillent. Ils n'ont pas les mêmes problèmes, que nous, les citoyens lambda de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes des candidats déclarés aux élections présidentielles de Côte d'Ivoire
au nombre de 33, il y a un seul qui jouit d'une garde rapprochée très très spécialisée, qui est le président de la République, ce qui n'est pas normal. Mais le fait déjà d'être candidat déclaré nous expose. Donc vous comprenez qu'on aurait eu besoin d'un minimum de sécurité pour nous. Aujourd'hui, moi je prends une agent de sécurité privée pour surveiller ma maison quand je n'en avais pas besoin il y a moins d'1 mois. Donc il y a des exigences que la situation dans laquelle nous nous sommes mis exige, et c'est à l'État de Côte d'Ivoire de prendre les dispositions pour assurer la sécurité des uns et des autres. Donc en clair, vous dites que les conditions ne sont pas suffisantes pour aller à ces élections-là, mais il faut y aller quand même. Si l'élection est maintenue, il faut y aller. J'encourage tout le monde à y aller et chacun à apporter à la Côte d'Ivoire ce qu'il propose pour le futur de la Côte d'Ivoire. Et c'est sur ça qu'on devra juger tous les candidats. Depuis 1995, il n'y a pas eu d'élection sans violence en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous redoutez qu'il y ait encore de la violence au cours de ces élections ou juste après? Cela relève de la compétence et de la bonne volonté du pouvoir en place. S'ils mettent les conditions qu'il faut, il n'y aura pas de violence. Mais le pouvoir, lui, dit qu'il garantit des élections sécurisées, apaisées. Vous n'y croyez pas? Bon, je me rappelle encore, il y a quelques semaines, la CNC qui a été empêchée de tenir un meeting à Korogo. Je n'y étais pas, j'ai vu dans la presse comme tout le monde. Alors moi, je pose une question, qu'est-ce qui s'est réellement passé? J'ai une dernière préoccupation à voir avec vous. Ben, imaginons que le 10 septembre prochain, le Conseil constitutionnel ne retienne pas votre candidature. Quel serait votre état d'âme? Eh bien, disons-nous franchement que nous vivons en Côte d'Ivoire. Vous savez, 5 ans passent très vite. Mais ça passe vite pour ceux qui sont sereins et ça passe très lentement pour ceux qui dorment mal. Alors, créons les conditions pour que toute la Côte d'Ivoire puisse bien dormir. Voilà. Monsieur Ousmane Camara, merci d'être passé par chez nous. Merci, Ange. Merci. 100 pages de libre analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici à Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance ici, Abidjan innove.